Isabelle Gagné est une artiste multimédia qui vit et travaille à Mirabel. Dans sa pratique, elle utilise principalement le geste photographique et divers langages numériques. Au Canada comme à l'étranger, son travail a fait l'objet d'importantes expositions individuelles et collectives, notamment dans le cadre du mois de la photo de Montréal, aux rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, chez Sporobol dans le cadre d'espace IM Média, ainsi qu'à la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, et chez Ada X avec les courants. C'est une pionnière de l'art mobile et elle a été également cofondatrice du mouvement d'art mobile. Donc, je lui cède tout de suite la parole. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Comme la présentation disait, en fait, que je suis une artiste multimédia. En fait, j'utilise souvent des dispositifs numériques dans mes œuvres. Souvent, je dis souvent, principalement tout le temps même. J'ai une préférence pour les bots. J'explore aussi l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Mes champs de pratique touchent la science actuellement, surtout dans les derniers projets, la géologie, la poésie et les archives. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de l'idéation, de la création, de la diffusion de mes projets. Et je vais le faire à travers 4 projets, entre autres Hectare, CYMX, L'Arpenteur et le dernier projet que je suis en processus d'idéation, Rivière-aux-Chiens, donc je vous en parle comme en primeur. Donc, je travaille souvent, principalement avec des images, des bots, des archives et des textes. J'aime beaucoup les images génératives. Donc, les images génératives, c'est des formes artistiques, en fait, caractérisées par la volonté d'un artiste de transférer à son œuvre tout ou une partie de sa capacité à générer des émotions, en donnant à sa création l'autonomie qui lui permet de se développer librement, voire même de se créer, de se transformer d'elle-même. Donc, à partir de mes photographies, je crée des dispositifs qui transforment ces images-là de manière automatisée, entre autres aussi avec l'aide de bots numériques. Ah, ça fonctionne. Donc, un bot, c'est un logiciel qui exécute des tâches automatisées et répétitives, prédéfinies. Donc, les bots imitent ou remplacent généralement le comportement des utilisateurs humains. Comme ils sont automatisés, ils fonctionnent beaucoup plus rapidement. Et je pourrais dire aussi, ils fonctionnent pendant que je dors et que je fais d'autres choses. Donc, c'est très pratique pour moi. J'adore, comme je suis hyperactive, ça augmente encore plus mon hyperactivité d'avoir des bots qui travaillent au moment même où je vous parle. Mes médiums de prédilection aussi, ce sont les archives, donc les archives photographiques, journalistiques, institutionnelles, personnelles et industrielles. J'aime beaucoup fouiller dans les archives, que ce soit les archives courantes, donc celles qui sont créées au temps présent, celles qu'on utilise encore, qui ne sont pas nécessairement devenues des archives définitives. Et j'aime aussi les archives intermédiaires, donc celles qui sont en suspens, qui vont probablement être archivées dans les organismes ou les institutions. J'ai aussi... comme je dirais, peut-être un penchant militant pour le libre accès aux archives sur le web. Donc, souvent, mes œuvres font aussi écho à ça, au fait que certaines archives d'événements historiques, ici au Québec, entre autres, ne sont pas nécessairement disponibles et libres d'accès. Donc, en créant des œuvres numériques, pour moi, ça permet justement de rendre ces archives-là beaucoup plus disponibles et accessibles. Je travaille aussi beaucoup avec les textes, pas nécessairement les miens, les textes des autres, la plupart du temps. Donc, j'aime beaucoup la poésie générative. J'aime échantillonner aussi à partir des textes des autres et dans certains projets, je vais faire aussi des commandes d'œuvres, c'est-à-dire travailler en duo ou en trio ou en groupe avec une autrice ou un auteur. Donc, le premier projet dans lequel je vais plonger, c'est Hectare. Hectare est un projet qui est issu d'une résidence de création de diffusion commandée par Sporobol dans le cadre du festival Immédia.
Donc, l'idéation du projet, quand Éric m'a parlé du projet, mais de la résidence de création, c'était, il prenait en fait des artistes puis il les parachutait dans différents secteurs en Estrie. Moi, j'ai hérité du village de Saint-Camille, qui était vraiment un super beau coin de l'Estrie. Et l'idée, c'était de créer, en fait, une œuvre qui pouvait permettre aussi, en fait, qui pouvait intégrer de la médiation culturelle à travers ça, puis faire participer les citoyens. Donc, en amont, en fait, du projet, avant même que je commence ma résidence, il était question d'utiliser aussi une caméra de surveillance. Donc, je sais pas, on m'avait donné cette possibilité-là en disant, bien, tu as cet objet-là, vois ce que tu peux faire avec ça. Donc, je suis partie avec ça, Saint-Camille, caméra de surveillance. Et moi, j'avais un intérêt particulier sur les algorithmes de traitement neural. Sporobol, c'est un centre d'artistes qui est annexé avec le Hub numérique en Estrie. En fait, c'est un peu le même organisme. Et ils ont beaucoup de ressources technologiques. Donc, je me suis dit, c'est une belle occasion pour moi de plonger dans le traitement neural. Ils ont les ressources à l'interne pour m'aider à faire ce projet-là. Donc, il y a eu une période de recherche. Donc, la période de résidence s'est passée en deux temps. J'étais là en hiver et en été. Et quand j'amorce un projet, en fait, je lis tout ce qui se fait autour de ça. J'essaie de voir comment je peux le plonger dedans, tout ça. Et puis, quand je suis arrivée à Saint-Camille, j'ai cherché sur les archives, j'ai cherché sur ce qui se passait, l'histoire un peu du coin, tout ça. Et j'ai fait la connaissance avec l'œuvre de Gaston Gouin, qui est un écrivain qui est né à Saint-Camille, qui est décédé en 1970. Donc, il y a eu vraiment un temps de création très court. Il est né autour de 1943. Et c'était un activiste, un militant, un souverainiste. Donc, dans ses écrits, on sentait beaucoup des vers très incisifs. Et quand j'ai plongé dans son œuvre, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que je trouvais, en fait, ça parlait beaucoup du patrimoine, tout ça. Et ce qui m'a intéressé aussi d'un autre côté, c'est que Gaston Gouin était très peu archivé. Donc, il y a eu deux corpus qui ont été créés de Gaston Gouin, que lui a créé, qui s'appellent Gilles Denoir et Temps au but, qui sont comme ces deux livres qui sont importants. Je pense même que c'est peut-être les deux seuls. Sinon, il a publié dans des journaux étudiants. Il était, je pense, éditeur du journal étudiant en Estrie. Et j'ai réalisé que ces livres-là étaient comme peu ou pas disponibles. Donc, j'ai réussi à trouver Gilles Denoir et Temps au but, c'était super difficile à trouver. Il a fallu que je le commande, imaginez-vous, de quelqu'un qui le vendait sur genre Marketplace, qui est en Ontario. Mais j'ai trouvé aucune copie ici au Québec. Et j'ai trouvé aucune copie qui était numérisée. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de numériser l'œuvre de Gaston Gouin pour, en fait, venir échantillonner l'œuvre et m'en servir dans ce projet-là. Avec, évidemment, les photographies que j'ai faites, parce que j'ai pris à peu près 800 photos du secteur de Saint-Camille. C'est une sorte d'archive aussi. J'ai archivé le secteur. Donc, tout ça était pour être mishmashé avec du machine learning, de l'interactivité et un bot. Donc, ça, c'est des extraits des vers de Gaston Gouin que j'ai, en fait, décontextualisés. Vous allez comprendre que je suis venue chercher les vers pour vraiment créer une œuvre où mon bot venait piquer à travers son œuvre quelques vers pour venir se coller sur les œuvres qui étaient générées par le bot. Et ça, c'est, en fait, le projet utilise, comment je dirais, peut-être 4 médiums. Donc, mes photographies qui répertorient les lieux, les documents d'archives qui m'ont été soit prêtés par les citoyens de Saint-Camille ou que j'ai numérisés ou que j'ai trouvés dans les archives nationales, des images qui m'ont été envoyées par les citoyens. Donc, j'avais une adresse web qui était ouverte pour pouvoir recevoir les images des citoyens. J'en ai reçu à peu près 400. Et tout ça a été rassemblé dans un dispositif numérique qui était, en fait, qui n'est pas visible, mais où les citoyens pouvaient avoir accès à travers un photomaton que j'ai créé qui était à côté d'une espèce de centre culturel qui s'appelle le Petit Bonheur à Saint-Camille, où ils vont voir des spectacles, où ils ont des réunions communautaires, où ils s'en vont manger de la pizza le vendredi midi. Il y a vraiment beaucoup de vie au niveau du communautaire au Petit Bonheur. Donc, dans cette cabine-là, j'avais une caméra de surveillance. Donc, les gens, les citoyens entraient dans la cabine. La caméra de surveillance captait la personne qui rentrait. Donc, il y avait une image qui était prise, qui était pompée à travers ça.
Et en temps réel, à peu près en 1 minute, ils pouvaient voir l'œuvre qui était générée à partir d'une de mes photographies, d'une des photographies qu'ils m'ont envoyées, la caméra de surveillance et un verre de Gaston Gouin. Ça a l'air super compliqué, ça l'est, mais je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de décomposer ça, là. C'est assez complexe. Ça, c'est des images qui sont captées avec, par exemple, la caméra de surveillance. La caméra, il y avait une espèce de système qui reconnaissait l'humain qui était dans le photomaton. Et ça, je pense qu'on l'a vu tantôt, c'est un peu... Je ne sais pas s'il va partir. Ouais. Donc, ça, c'est une photo que moi, j'ai prise. Le bot entre en ligne. Caméra de surveillance, c'est un test que j'avais fait qui est à l'extérieur. Le traitement neural se fait. Une recherche inversée de Google se fait. Et puis, tout ça est assemblé avec le bot pour créer une œuvre qui est générée automatiquement au bout d'1 minute, au moment même où, à partir du moment où la personne est rentrée dans la cabine. Donc, ce qu'on voit ici, passage inutile, c'est le verre de Gaston Gouin qui a été pompé dans la banque que j'ai créée. Donc, il y a eu plusieurs œuvres qui ont été générées parce que l'œuvre a été exposée pendant environ 1 mois. Donc, il y a eu des bijoux, tant qu'à moi, qui ont été créés par le bot et par cette espèce de recette technologique-là que j'ai créée. Donc, celle-ci, Made in Canada. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quand les gens étaient captés dans le photomaton, on ne peut pas reconnaître les gens dans l'image qui est générée à la fin. Leur photographie qui est captée par la caméra de surveillance sert de médium. C'est un peu comme si le dispositif venait chercher les couleurs, la texture, tout ça, et ça aide à créer l'image. Donc, c'est vraiment ça, quand on parle de traitement neural, là, je ne rentrerai pas dans les détails complexes du traitement neural parce que je vais me perdre moi-même. Donc, celle-ci ici. Ça, c'est un extrait de Gilles Denoir, de Gaston Gouin. Donc, comme je disais, il y a eu des perles qui sont sorties, mais globalement, je trouve que dans ce projet-là, si j'avais à faire la curation de mon propre projet, il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup d'images qui sont sorties qui sont, pour moi, fabuleuses. Donc, je trouvais que, en fait, tous les verres de Gaston Gouin se prêtaient super bien à ce projet-là parce qu'effectivement, ils sont incisifs puis ils apportaient vraiment un gros plus à ce projet-là. Donc, le second projet que je vais vous parler, c'est YMX, qui est un projet qui a eu un axe politique et personnel. Je suis née dans les Basses-Laurentides. J'ai vu, en fait, je suis née avec l'histoire de Mirabel, avec les gens. En fait, je restais tout près de l'aéroport. Maintenant, moi, j'habite à Mirabel depuis 15 ans sur une terre qui a été expropriée, qui a été rétrocédée. Donc maintenant, puis à un moment donné, j'ai réalisé que, bon, cette histoire-là, même les citoyens de Mirabel la connaissent très peu. Et quand on fait des recherches sur le web sur l'expropriation des terres pour la construction de l'aéroport de Mirabel, oui, il y a des choses, il y a des trucs à Radio-Canada ou il y a des trucs dans la presse, mais il n'y en a pas tant que ça. Et le politique, en fait, ne veut pas en parler parce que c'était un éléphant blanc. L'aéroport était fermé au voyage extérieur. En fait, maintenant, c'est un aéroport qui sert de cargo. C'est FedEx, Amazon qui est là, tout simplement. Mais il y a encore des avions qui atterrissent et qui décollent à Mirabel. Malgré le fait qu'ils ont exproprié 97 000 acres de terre, ils ont déplacé 10 000 personnes, ils ont brûlé des maisons. Je vous dis, c'est une tragédie. Il y a des gens qui ont été très, très violemment touchés par ça. Il y a eu les 50 ans des expropriations qui ont eu lieu, je pense, pendant la pandémie. Mais il n'y a pas eu grand-chose sur ça. On n'en parle pas beaucoup. Et j'avais l'impression que j'avais un devoir de mémoire à faire parce que, d'une part aussi, mon père a été très impliqué à la conservation de l'aéroport, de la garder ouverte. Aujourd'hui, le terminal est démoli. On construit maintenant sur les terres qui ont été expropriées, on construit des commerces, mais en fait des gros édifices industriels. Donc, j'avais envie de numériser l'histoire, aussi de créer aussi un accès libre aux archives, mes propres archives, parce que depuis 15 ans, même depuis que je suis née, j'ai beaucoup d'images de Mirabel. J'avais envie de créer une œuvre web pérenne aussi. Donc, si les gens cherchaient sur l'histoire de Mirabel, on pouvait avoir accès autant à mon œuvre qui était numérique, mais qui, à travers ça, je dirais, c'est une œuvre documentaire numérique aussi,
parce qu'on a accès à des statistiques et des pans d'histoire à travers cette œuvre-là. Et j'avais envie de créer au niveau de l'idéation, pour moi, puis c'est ce que j'ai conservé, je voyais l'œuvre comme une œuvre web, mais comme une piste d'atterrissage. Donc, quelque chose de très, très long, de très linéaire à la verticale, en fait, parce qu'on scrolle vers de haut en bas. Et j'avais envie d'intégrer du motion vidéo, du son et de la poésie. Donc, dans ce cas-ci, je suis allée fouiller dans les archives institutionnelles. J'ai convoqué des archives personnelles des gens. Donc, il y a des gens qui m'ont emmené des photos de leur ferme qui n'existent plus maintenant. Je suis allée évidemment sur les lieux. Depuis 15 ans, j'ai beaucoup de photos de la démolition de l'aéroport ou de moi qui se promène dans des zones où on ne peut pas nécessairement se promener. Il y a certains endroits où on voit encore on voit, c'est recouvert de la nature maintenant, mais on sent qu'il y a eu des fondations de maisons à ces endroits-là. Donc, c'est super intéressant. Et pour ce travail-là, j'ai fait une commande d'œuvre à la poétesse Marie-Ève Bouchard, connue sous le nom de Meb, pour m'écrire des vers ou de la poésie pour que je puisse l'intégrer à ce projet-là. Donc, voilà. Puis j'ai créé aussi une API d'avion en temps réel, qui est aussi une forme d'écriture, je dirais, parce que quand on regarde l'œuvre qui est sur le web, tantôt, je vais aller sur le web pour vous la montrer, il va y avoir comme en fait, j'appelle ça des cicatrices, c'est des lignes qui traversent le projet, qui sont des avions qui passent en temps réel sur le ciel de Mirabel. Donc ça, c'est un API qui a été créé. Donc en temps réel, il y a cette espèce d'écriture-là qui, pour moi, venait cicatriser l'œuvre aussi en même temps, un peu comme un rappel de ce qui s'est passé là-bas. J'ai les sons, j'ai oublié de dire, il y a les sons aussi de l'artiste Isabelle Bédard. Donc, c'est le texte qui a été fourni par Marie-Ève Bouchard. Et avant même que je commence l'œuvre, en fait, elle n'avait aucune idée où j'allais avec ça. Je lui ai dit, j'ai envie que tu me parles de Mirabel, de tout ça, qu'on parle peut-être d'un avant, un pendant et un après. Et puis, j'y avais peut-être expliqué un petit peu ce que j'avais besoin au niveau... je voulais ça en groupe de 4 vers. Donc, c'est ce qu'elle m'a fourni, puis c'est absolument magnifique. Puis, moi, à partir de ce texte-là, j'ai monté l'œuvre. Donc, ça, c'est le terminal qui a été démoli. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je prends beaucoup de photographies avec mon mobile, avec une caméra Olympus ou des trucs comme ça. Et j'aime aussi prendre des photographies dans le web. Donc, cette image-là, c'est une image qui a été trafiquée à partir de Google Earth. Donc, on peut aller voir le terminal. Quand on recule dans le temps, cette photo-là, vous seriez en mesure de la refaire si vous allez sur Google Earth, par exemple. Donc, je suis allée sur le site pour vous le montrer. On a un petit problème de son. J'aurais voulu vous montrer du son parce que le son est important aussi dans cette œuvre-là. Mais je voulais juste vous montrer certains passages. Donc, comment j'ai intégré... vous voyez, il y a un avion qui vient de partir ici. Comment j'ai intégré les textes de Marie-Ève. J'ai décidé de les mettre statiques dans cette œuvre-là. Donc, ils sont vraiment... ils accompagnent les images, ils accompagnent toute cette espèce de chaos qui défile. Donc, on a aussi des extraits de sons. Donc, normalement, si vous allez sur cymx.ca, vous cliquez, vous allez avoir des ambiances sonores aussi. Vous allez avoir des éléments. J'ai aussi eu accès à des archives qui sont inédites, qui n'ont jamais été numérisées de la part d'un journaliste de TVA qui, à un moment donné, a tweeté « Ah, quelqu'un est venu me porter une boîte avec des trucs de Mirabel. » J'ai retweeté « Hey, je suis en train de faire un projet, je peux-tu les avoir? » Il me dit « Viens les chercher. » Je dis « OK. » Fait que là, ils sont tous numérisés, puis ils sont dans mon projet. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Donc ça, c'est des images qui ont été fournies par les citoyens qui se promènent avec mes images à moi. Je vais aller un petit peu vite. Je vais vous montrer un peu d'interactivité. Donc, on a accès aussi à des archives qui s'affichent de cette manière-là. Donc, ça ici, c'est des archives de Radio-Canada qui sont super intéressantes. Il y a comme 4 vidéos à peu près dans l'œuvre avec le son que je n'ai pas retouché. Donc, des gens qui s'expriment sur le fait qu'ils sont expropriés. Lui, en fait, avec le langage de l'époque, c'est assez sympathique. Il dit « ça n'a pas de bon sens ». En tout cas, je l'aime beaucoup, mon petit monsieur. Je l'ai écouté tellement de fois. Puis ça tombe bien parce qu'en fait, Marie-Ève avait aucune idée de ce que j'avais comme archive. Et là, on a roulé déroulé sa langue pour mesurer en pied l'énormité de la chose. Je trouvais que, je ne sais pas pourquoi, elle a bien senti le projet, puis ça fonctionnait très bien avec
avec ce projet-là. Donc, je vous invite à aller voir l'œuvre au complet. C'est assez long parce que c'est un avant, pendant, après. Puis je trouve que c'est une œuvre qui est plus méditative, où on peut, en fait, qui demande du temps pour l'explorer. Et il y a un beau texte de Paul Macros aussi qui s'appelle « Déconquérir Mirabel, une cicatrice à la fois » qui est accessible aussi sur le site. Je vais retourner à ma présentation. Où est mon... voyons, je trouve plus mon... Je suis sûre que tout le monde le voit, sauf moi. OK, bon. Maintenant, j'embarque sur l'Arpenteur, qui est un projet, une coproduction de Plus Diode et de Jean-Yves qui est ici. Donc, l'idéation au début, là, en fait, Jean-Yves, on a fait plein de projets avec lui, avec le mouvement Art Mobile. C'est un ami. Puis, à un moment donné, Jean-Yves nous invite à Saint-Hubert. Puis là, il dit « Ah, check mes archives. » Puis là, il s'est mis à nous parler. Puis là, moi puis Sven, en fait, Sven, qui est mon collègue de Bleu Diode, on s'est dit comme, bordel, on n'a rien inventé, là, nous autres, avec notre poésie générative, Twitter, machin. Jean-Yves a fait ça dans les années 80. On trouvait ça extraordinaire. Puis là, à un moment donné, on a réalisé, un peu comme tous mes autres projets, que le travail de Jean-Yves, on trouvait qu'il n'était pas super mis en valeur actuellement sur le web. Donc, on s'est mis à discuter avec lui en se disant, peut-être qu'il faudrait faire une œuvre web pérenne ou un truc comme ça avec toi pour parler de tes travaux, ou du moins jouer. Est-ce qu'on pourrait jouer avec tes archives? L'idée aussi à travers ça, c'est que c'était les 40 ans d'Agrotexte. Jean-Yves avait écrit avec des moissonneuses-batteuses, textes artistes dans les champs de Saint-Hubert. C'est un projet complètement fou. Et puis, Jean-Yves s'était mis aussi, on a un chat sur Messenger où on s'écrit souvent, s'était mis à nous envoyer des captures d'écran quand il voyageait ou il se promenait. Il commençait à écrire ou à pratiquer de l'écriture dans les champs, mais à pied, ce coup-là, et non pas en moissonneuse-batteuse. Donc, on a mâché ça un peu, on a discuté, la pandémie est arrivée, c'était assez complexe de tout mettre ça en ordre, mais on a fini par créer une œuvre qui s'appelle L'Arpenteur, qui était exposée chez Topo à l'automne dernier. Donc, on a joué avec les archives de Jean-Yves. Moi puis Sven, on les a remixées. C'est des choses qu'on fait beaucoup. On essaie de travailler aussi la connectivité des écritures, donc l'écriture dans le champ pour Jean-Yves et l'écriture numérique pour nous, parce que le code est aussi une forme d'œuvre d'art aussi, ainsi qu'une installation en vitrine. Donc, il y avait 3 pôles qui fonctionnaient en même temps, c'est-à-dire l'écriture de Jean-Yves dans le champ, en même temps que c'était reproduit dans la vitrine chez Topo, et nous qui étions chacun isolés dans nos ateliers en train de remixer tout ça. Donc, on a détourné les archives. On a utilisé aussi encore là une caméra de surveillance. On a utilisé des GPS. Donc, Jean-Yves était connecté. À prime abord, on avait acheté un vrai GPS d'espion aux États-Unis. Quand Jean-Yves l'a testé, on s'est aperçu que, en fait, Jean-Yves, ça faisait plus qu'1 an qu'il pratiquait son écriture dans le champ. Et quand il travaillait avec sa Fitbit, il était capable de faire une pause. Donc, s'il écrivait un mot, puis il sautait l'autre mot, il faisait une pause. Donc, la pause créait un vide dans le tracé du GPS, mais notre GPS d'espion américain faisait pas de pause, lui. Fait que ça faisait que tout le travail d'écriture de Jean-Yves était un peu démoli. Donc, on est revenu à la Fitbit de Jean-Yves. Et là, Jean-Yves, il y a quelqu'un qui a prêté voyons, comment on appelle ça, une iWatch, une montre Apple. Et puis, le tracé de la montre Apple, finalement, était aussi assez joli. Là, on était tout pris avec ça. Parfois, c'était la Fitbit qui écrivait mieux. Parfois, c'était l'iPhone qui donnait quelque chose de mieux. Et tout ça, à travers tout ça, Jean-Yves qui écrivait vraiment, non pas comme un pied, parce qu'il disait toujours qu'il écrivait à pied comme un pied, mais il écrivait très bien avec ses pieds. On a eu aussi, on a eu la chance d'avoir Régent, un ami de Jean-Yves, qui a capté des images de drone, puis on a créé des vidéos documentaires à partir de ça. Ça, c'est l'installation en vitrine, c'est un peu sombre. On a recréé, en fait, Saint-Hubert, la cuisine où Jean-Yves a créé tous ses projets. J'ai mon soleil, où a vraiment réfléchi à tous ses projets. J'ai mon soleil sans complexe, Agrotex et tout ça. Donc, on a son vieux Mac sur lequel il avait créé Logitex. Et l'idée, c'était qu'à chaque semaine, on allait un peu foutre le bordel là, comme si Jean-Yves était dans à même sa cuisine, parce qu'en fait, lui était vraiment à Saint-Hubert pendant toute la performance. On voyait l'œuvre numérique qui se créait au fur et à mesure, à tous les jours où des nouvelles remixes numériques de ces archives étaient versées dans l'œuvre numérique et où on pouvait voir en différé l'écriture de Jean-Yves.
Jean-Yves. C'est-à-dire que Jean-Yves partait dans les champs, si ça prenait 1h30 de temps, il envoyait le fichier GPS et le texte était reproduit directement dans la vitrine à ce moment-là. Donc, si ça prenait 1h30 à Jean-Yves à écrire, le texte prenait 1h30 dans la vitrine à s'écrire aussi. Donc, ça, au niveau du temps, c'était assez important. Donc, on a fait à semblant que Jean-Yves mangeait de la soupe et buvait de la bière. Donc, on s'est inspiré beaucoup du projet qu'il a créé qui s'appelle Pli sous pli, où c'est une enveloppe avec plein d'instructions, lui et son collègue Pierre-André Arcan, c'est ça, Jean-Yves, Pierre-André? Où, en fait, il se challengeait puis devait faire des trucs selon plein d'indices. Donc, nous, on a créé, en fait, le même système, mais en version 2023, c'est-à-dire en plastique. On lui a créé des fiches à l'intérieur, version aussi 2023, avec des emojis, avec des pistes qui pouvaient... en fait, il y avait une enveloppe à ouvrir à chaque jour, des pistes qui pouvaient l'inspirer pour aller écrire dans le champ. Et lui devait, au bout du compte, venir écrire, en fait, ce qu'il réfléchissait par rapport à tout ça. Et puis, je vais vous montrer des petites vidéos de 1 minute, en fait, parce que c'est important de le voir marcher. Outre l'œuvre. Donc, il a créé... Oups! Pour que ça dise en cours de lecture, juste grossir le... Ça, c'était une médiation culturelle avec l'école que Jean-Yves a organisée. C'était absolument fabuleux. Les enfants sont venus écrire avec lui dans le champ. Donc, pour ce moment-là, Jean-Yves n'avait pas le GPS au poignet. C'était sur le petit toutou, hein? Donc, le GPS est sur le toutou que les enfants tiennent. Ils ont écrit « voir »,« voix ». Donc, ce qu'on s'est aperçu en créant l'Arpenteur, c'est que Jean-Yves était seul dans le champ. Les gens qui passaient à Montréal voyaient l'œuvre dans la vitrine, pouvaient passer peut-être 15 minutes, mais le temps, il manquait l'information à savoir qu'est-ce qui se passe autour de ça. Donc, au moment où que l'Arpenteur se produisait, on a décidé justement de créer des vidéos qui documentaient le parcours de Jean-Yves dans le champ. Je vais juste sortir d'ici. Je vais vous en mettre un autre qui est assez rigolote aussi. Oups, excusez. Wow, l'algorithme. Donc, ça ici, c'est un peu le résultat de ce que Jean-Yves a fait dans les champs durant le mois. Ça ici, c'est une capture d'écran de l'œuvre L'Arpenteur qui est disponible sur topo.art/l'Arpenteur.
En fait, ça, c'est un début d'écriture, donc ce qu'on voyait un peu en différentiel. C'est-à-dire que sur l'œuvre qui est en ligne, qui est disponible, qui est archivée par Topo, c'est possible d'aller contempler pendant 1h30, 2 heures, si vous voulez, toute l'écriture que Jean-Yves a fait dans les champs et de voir toutes les archives qui sont numérisées ou qui ont été remixées. Donc, le projet est archivé de cette manière-là. Maintenant, je vais finir sur mon projet qui s'appelle Rivière-aux-Chiens, qui est mon projet qui est en idéation présentement. C'est drôle parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis le début de l'hiver. Je me suis acheté un microscope avant les fêtes. Moi, j'ai toujours trippé sur les sciences, puis je me suis mis à faire pousser des bactéries, à checker ça, je capote. Puis là, je me suis dit, la Rivière-aux-Chiens, c'est un affluent de la rivière des Mille-Îles qui traverse 8 municipalités dans les Basses-Laurentides. Ça part de Mirabel, puis ça va se jeter dans la rivière des Mille-Îles à la hauteur de Lorraine. Je sais que ça a l'air bizarre, vous ne connaissez peut-être pas le coin, mais bref. Puis, c'est une rivière qui est mal aimée, qui a été mal aimée, mais qui, il y a une centaine d'années, a servi aux agriculteurs, qui a nourri, qui a fait plein de choses. Maintenant, elle est canalisée, détournée, c'est comme... Puis, en fait, c'est une rivière qui a fait beaucoup partie de mon enfance. Ma mère disait « Va pas à la Rivière-aux-Chiens, ça va te faire violer. » Bon, des trucs comme ça. Puis, quand je parle à mes amis des Basses-Laurentides, on parle de la Rivière-aux-Chiens, on a toutes des histoires. Il y avait des meurtriers, il y avait des viols, il y avait... Puis, bref, une fois, je suis allée, puis j'ai pas dit à ma mère, je suis revenue, puis j'ai attrapé l'herbe à puce, j'ai pas eu le choix de dire. Bref, il y a plein d'histoires comme ça dans la région sur la Rivière-aux-Chiens que j'aime beaucoup, qui est vraiment rendue laide. Fait que j'ai décidé de faire un projet sur la Rivière-aux-Chiens et d'aller travailler ce qu'on appelle les extrémophiles, qui sont... des organismes vivants qui vont probablement survivre à notre propre vie, qui sont tout petits, je vais vous en montrer tantôt, et de créer justement un projet à travers ça. Évidemment, je vais chercher... Ça, c'est la rivière avant d'être canalisée à Sainte-Thérèse. Je vais aller dans les archives de ma région. Je vais créer aussi de la poésie générative, mais à partir des déchets que je vais trouver de la rivière. Donc, cette fois-ci, je ne ferai pas une commande d'œuvre. Je n'irai pas repiquer dans le travail d'un autre. Je vais probablement m'inspirer. En fait, je vais peut-être appeler ça poésie de la rivière, je ne sais pas trop. Je vais travailler de la réactivité augmentée avec des échantillonnages des eaux, microscope, patati patata, bref... On ne sait pas trop, je suis là-dedans. Ça, c'est une maquette que j'ai commencé à préparer parce qu'évidemment, chaque projet, c'est une demande de bourse. On a besoin de visuels d'appui. Donc, ici, ce que vous voyez comme couleur, par exemple, on peut penser qu'en rouge, ce serait de la photographie, qu'en bleu, ce serait de la poésie, qu'en vert, ce serait du son. Et puis qu'on aurait l'option de faire déborder la rivière comme ça ou de la calmer de cette façon-là et d'explorer les 17 kilomètres de la rivière parce que je vais les parcourir et je vais aller cueillir des échantillons avec des écouvillons et des trucs comme ça tout le long de la rivière. Donc, dans ce projet-là, il va y avoir de la vidéo. Donc, on va voir des organismes comme ça, à travers ça. Il va y avoir de la réalité augmentée parce que la rivière n'est plus ce qu'elle était et j'ai envie de montrer le avant-après. Je ne sais pas exactement comment. Là, vous voyez, ça, c'est une maquette, mais peut-être que dans un an, quand ça va être en ligne, ça ne ressemblera pas à ça, mais ça m'aide à m'articuler dans où je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire avec ce projet-là. Ça, ce sont des exemples de bactéries que je fais pousser sur des archives, donc c'est assez chouette. Je suis en train de créer un projet avec le Sabar à Trois-Rivières. Il y a une exposition qui s'appelle Archiver le futur qui va être cet automne où je fais pousser des bactéries sur les archives du Sabar. J'ai à peu près 50 colonies à faire pousser. Ça risque d'être intéressant. Et ça, c'est ça ici, des micro-organismes. Ceux-là ont été observés dans mes propres plantes. Puis au centre, c'est un extrémophile, donc c'est un water beer. Je sais pas, il y en a qui connaissent ça, c'est tellement cute, ça, des petites plantes. Puis, bref, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais bon, c'est la base de mes futurs projets. C'est magnifique. Je capote sur mon microscope. Et ça, c'est des déchets qui sont trouvés sur des bords de rivière. Donc, je me dis que la poésie générative qui pourrait être faite dans ce projet-là, je vais aller repiquer les mots de ces déchets-là. Donc, ici, on a Québec, belle province, bâton rouge, frites. Donc, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je sais qu'assurément, je vais trouver beaucoup de mots, beaucoup d'inspiration sur les 17 km de la rivière et ce sera probablement affiché soit en mots, ou là, j'ai un exemple avec 6 vers de Gilles Vigneault qui parlait de rivière. Là, je trouvais que c'était adéquat pour me pratiquer.
Ou probablement que quand on va cliquer sur une bulle, quand la rivière va être débordée, on va arriver sur le mot, un assemblage de mots des déchets de la rivière. Et quand on va passer la souris dessus, bien, il va y avoir une espèce de mouvement fluide, un peu pour rappeler l'eau ou la rivière. Donc, c'est un peu là que je suis rendue dans ce projet. Et c'est tout. Merci.